Nous allons parler ce soir de la franc-maçonnerie, sujet qui est d'actualité puisque le Grand Orient de France et la Grande Loge de France tiennent actuellement à Paris leur convent. Le convent, c'est une sorte d'assemblée générale des élus des loges. Le Grand Orient de France a suspendu l'un de ses grands maîtres, anciens grands maîtres, Fred Zeller, qui est d'ailleurs notre invité ce soir, décision qui vient d'être ratifiée de nouveau aujourd'hui. Et bien évidemment, cette décision a fait grand bruit dans les loges, dans la presse et dans le monde politique. Et enfin, actualité de la franc-maçonnerie avec Monseigneur Lefebvre, qui l'a vivement attaqué dans ses dernières homélies. Voici donc les francs-maçons aujourd'hui. Ce sera le 70e numéro d'Apostrophe. Quatre invités, donc Fred Zeller, dont je disais qu'il a été suspendu par le Grand Orient de France, donc un ancien grand maître du Grand Orient de France et qui vient de publier chez Lafon ses mémoires sous le titre « 3 points, c'est tout ». Un autre grand maître, mais d'une obédience rivale, quoi qu'ami, Richard Dupuis, qui est avocat et qui est le grand maître. Actuellement, vous êtes le grand maître de la Grande Loge de France. Vous êtes élu, vous êtes réélu, qu'est-ce qui va se passer? Je suis en exercice jusqu'au vote qui doit intervenir demain après-midi, où je suis soumis à réélection. Bien. Alors vous serez certainement élu, j'en suis certain. Je n'en sais rien. Et vous avez publié chez Plomb un ouvrage de réflexion intitulé « La foi d'un franc-maçon ». Christian Guillet n'est pas franc-maçon du tout, c'est un, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, c'est un écrivain professionnel qui raconte d'une manière proustienne sa vie. Il a déjà publié 5 ouvrages et le dernier s'intitule La Porte d'Ivoire. Il est paru il y a déjà assez longtemps et dans cet ouvrage, paru chez Flammarion, il raconte comment il a été attiré par la franc-maçonnerie, comment il s'y est initié puis comment finalement il y a renoncé. Et enfin, Fernand Touret qui publie, je veux dire, un livre qui m'a facilité la tâche pour cette émission parce que je ne savais rien de la franc-maçonnerie, je l'avoue. Et j'ai donc lu votre ouvrage d'information, pédagogique, d'initiation, qui s'intitule « La franc-maçonnerie dans la collection Clé » aux éditions Segers. Oui, alors je dis que votre livre m'a intéressé, enfin je veux dire qu'il m'a appris beaucoup de choses. Mais alors je me suis demandé, puisque vous savez tant de choses, vous devez être franc-maçon, c'est pas possible. Non, du tout. Je ne suis pas franc-maçon et il y a peu de chance pour que je le devienne, malgré des sollicitations très amicales qui ne m'ont pas manqué. Je prends à l'égard de la franc-maçonnerie un certain nombre de distances, surtout sur le plan philosophique et sur le plan, disons, ésotérique. C'est ça, nous en parlons tout à l'heure, mais puisque vous êtes notre informateur, je voudrais quand même poser... J'ai beaucoup d'amis dans la franc-maçonnerie. Ce sont eux qui vous ont renseigné? Ah non, mes renseignements viennent surtout d'une abondante, très abondante documentation dans laquelle les textes maçonniques, et même certains qui étaient secrets autrefois et qui ne le sont plus maintenant, interviennent pour apporter des compléments d'information. Mais la maçonnerie, en ce moment-ci, se manifeste comme devant s'extérioriser, mais en réalité, elle a commencé il y a bien longtemps déjà. Ah oui, bien sûr. Mais elle s'est en quelque sorte extériorisée par des fragments. Et ces fragments, pour ma part, j'en ai recueilli un assez grand nombre pour pouvoir faire une synthèse. Très bien. Alors, écoutez, je voudrais quand même... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'entendent rien à la franc-maçonnerie, qui ne savent même pas ce que veut dire le nom de franc-maçon. Expliquez-moi ce que ça veut dire, franc-maçon. Eh bien, la franc-maçonnerie est une société, c'est un groupe comment dirais-je, par option, qui se crée par option. Ce n'est pas le seul de cette catégorie. Vous avez un exemple qui est bien connu, c'est celui de l'Académie française, qui se crée et se maintient par option, c'est-à-dire que les membres existants acceptent ou attirent même chez eux des extérieurs pour se compléter, n'est-ce pas, et pour se maintenir. La franc-maçonnerie est un groupe d'options.
Non, mais je veux dire que le mot franc-maçon, expliquez-nous ça veut dire. Et alors, dans ce groupe, justement, ce groupe a une histoire que j'ai essayé de relater avec objectivité, et elle a pris la suite d'un groupement opératoire, même de plusieurs groupements, d'un ensemble de groupements opératoires qui existaient au XVIIe siècle, mais qui avaient une histoire très antérieure, et qui s'étaient créés eux-mêmes par option, mais opératoire, c'est-à-dire sur des maçons effectifs, des gens qui travaillaient dans le bâtiment, n'est-ce pas, pour se regrouper, s'instruire, défendre la profession et lui donner l'importance qu'elle devait avoir à leur avis. Ces groupements de francs-maçons opératoires ont été extrêmement importants dans l'Europe du XVIe au XVIIe siècle. Ils avaient, et ils préfigurent en cela la maçonnerie, ceci de particulier, c'est qu'ils étaient en très bon rapport avec les autorités qui décidaient des constructions. Soit construction d'églises, soit construction d'hôtels de ville et même de châteaux. Ils étaient des maçons extrêmement qualifiés au point de vue métier, et ils étaient partout reçus avec, disons, non seulement des facilités, mais des honneurs particuliers. D'où la présence de l'équerre, du compas dans les insignes maçonniques. D'où la présence encore dans la maçonnerie d'instruments qui sont des instruments de la maçonnerie opératoire qui existait à ce moment-là. Or, il est arrivé, en tout cas localement en Angleterre, ceci, c'est que vers la fin du XVIIe siècle, il y a eu un grand nombre, j'ai d'ailleurs une explication un peu particulière à ce sujet, elle n'est pas absolument orthodoxe, mais enfin, Oui, non, mais on ne va pas se lancer dans des grandes discussions historiques, autrement on n'en trouverait pas, hein, parce que chacun a sa théorie en plus. Alors là, les loges, car elles s'appelaient déjà ainsi, les loges de maçonnerie opératoire, qui réunissaient des maçons effectivement constructeurs, ont fini par admettre qu'il y avait d'ailleurs un élément déjà discursif chez eux, dans l'intimité, ont fini par accepter un certain nombre de gens qui n'appartenaient pas effectivement à la maçonnerie, mais qui étaient latéraux, en particulier comme des entrepreneurs et des architectes. Ça a été le premier élément du passage de la maçonnerie opératoire ou opérative à la maçonnerie spéculative. Celle d'aujourd'hui. Celle qui reste connue sous le nom de franc-maçonnerie actuellement. Et ceci s'est passé sur un temps assez long, il y a à peu près une vingtaine d'années pendant lesquelles ça s'est fait. Les loges les acceptaient d'abord par affinité personnelle. On a commencé vraisemblablement par... Bon, attendez, là je vous arrête parce qu'on ne va pas faire le récit de l'histoire de la Suisse, autrement vraiment... En tout cas, voilà, le passage de la maçonnerie opératoire à la maçonnerie spéculative s'est fait dans ces conditions. Les loges, d'abord, qui étaient des loges d'ouvriers ou tout au moins de participants à la construction réelle, acceptent des gens qui ne sont pas des constructeurs. Bien, autre chose demande, alors franc, ça veut dire libre, c'est bien ça, maître Dupuis. La franc-maçonnerie a un double aspect, comme toutes les institutions humaines, un aspect existentiel et un aspect essentiel. Dans son aspect existentiel, la franc-maçonnerie est la légitime continuatrice et la légitime héritière des ordres de maçons francs du Moyen-Âge. Voilà. Franc signifie libre. Or, dans la texture politique du Moyen-Âge, ce qui régnait, c'était la seigneurie, la hiérarchie seigneuriale. Et dans la texture artisanale, dans la texture du travail, ce qui régnait, c'était les corporations. À côté de la seigneurie, il y avait les villes franches, îlots de liberté qui ont donné naissance à la liberté dans toute l'Europe. Et à côté de la corporation, qui était une organisation rigide et astreignante, il y avait les métiers francs. Et les maçons francs, c'était des gens qui avaient obtenu la franchise pour leur métier. Le signe essentiel d'un métier franc, c'est qu'il n'y avait pas de numerus clausus, à l'inverse de ce qui se passait dans les corporations.